Voilà, nous recevons avec beaucoup de plaisir ce matin également Antoine Perrin, le directeur général de la FEAP. La première, deuxième, troisième, nous avons plaisanté avec Lamine Garbi et avec Anne-Sophie Dessol sur y a-t-il un ordre de préséance entre les fédérations? Première, deuxième, troisième? Non, il n'y a pas d'ordre et on travaille très très bien ensemble en complémentarité en fonction de nos champs respectifs. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, qui nous regardent, la FEAP, c'est quoi? Alors la FEAP, alors là pour le coup, nous sommes la seule fédération à couvrir tout le champ de la santé. Nous avons des établissements et des services de premier recours, des centres de santé, des établissements MCO, des soins de suite, de la santé mentale, de l'HAD, de la dialyse, personnes âgées, personnes handicapées, domicile, SAD, SIAD, SPASAD. Nous avons même des crèches, des établissements sociaux. Donc on couvre vraiment tout le champ de la santé. C'est sans doute une force, me direz-vous, mais est-ce que ça peut non plus peut-être une faiblesse d'avoir tant de secteurs? Alors c'est peut-être une force, mais c'est surtout une obligation. C'est-à-dire ça nous met en responsabilité et quand on est dans une logique de parcours autour de l'usager, nous nous sentons obligés de répondre aux attentes de nos adhérents, de tous nos adhérents. Et donc nous ne pouvons pas répondre sur un seul sujet, nous sommes obligés de répondre en transversal. C'est beaucoup plus exigeant, mais c'est beaucoup plus intéressant. Alors Antoine Perrin, d'abord, je crois que vos établissements ont souvent une histoire, ils ont aussi une actualité. Bon, ils ont, et vous allez nous allons parler également de futur. Les sujets, on ne va pas revenir sur l'histoire, on la connaît, ou à peu près. En revanche, sur les grandes questions d'actualité, c'est quand même également la réforme de la santé aujourd'hui. Quels sont, selon vous, les maîtres mots de ceux qui pourraient vous intéresser, aller dans le bon sens, comme on dit, ou alors des éléments d'alarme ou de vigilance pour vous? Alors écoutez, on a un président de la République qui a lancé un grand chantier sur les grands axes duquel nous sommes d'accord. Ma santé 2022, pour nous, va dans le bon sens. Pour résumer un peu notre position sur ce sujet-là, je reprendrai le titre de notre futur congrès fin novembre prochain à Marseille, le congrès national. Nous allons le titrer « La personne actrice de son parcours à l'ère du numérique ». Et ça résume un peu notre santé. Nous parlons de la personne, pas forcément du malade, du patient, de l'usager, mais bien d'une personne dans sa globalité. La personne actrice, on est bien sur un changement de paradigme. Ce ne sont plus les professionnels qui sont les leaders de l'action en santé, ce sont bien les personnes avec les professionnels. Et on parle bien de parcours et on n'est plus dans une approche cloisonnée et on est à l'heure du numérique. Donc il faut s'adapter et il faut innover. Alors, le président de la Fédération hospitalière de France, votre collègue Valtou, Frédéric Valtou, a dit hier dans son discours qu'il y avait, enfin j'ai compris ça, qu'il y avait une différence entre ce qui est annoncé et la réalité, notamment sur ces questions de décloisonnement. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je pense que tout dépendra de ce que les acteurs en feront. Il y a des choses que la loi peut faire, il y a des choses sur lesquelles la loi est limitée. Et le changement culturel, qui pour moi est le nœud de la réussite, appartient aux acteurs et non pas aux juristes. Et très clairement, Ma Santé 2022 va nous donner des outils juridiques. Alors on peut contester l'exhaustivité des outils ou pas. Moi je pense surtout que c'est un changement culturel qu'il nous appartient, à nous, acteurs, avec les usagers, de mettre en œuvre. Et vous pensez, alors je dois dire, Antoine Perrin, que j'imagine que vous êtes effectivement un exemple, parce que vous êtes médecin, et vous avez été directeur, et vous êtes aujourd'hui directeur de la FEAP, mais vous avez eu des responsabilités importantes dans l'administration. Soit. Pour autant, croyez-vous vraiment qu'il y a, notamment chez vos confrères, nos confrères médecins, qu'il y a vraiment une prise de conscience de la nécessité de se rapprocher des questions de management, et peut-être d'ailleurs des managers de travailler avec les médecins, franchement? Écoutez, oui, il y a une prise de conscience. Le tout, c'est de savoir si elle est suffisamment importante et suffisamment rapide. Je regarde avec un peu de regret mon début d'activité professionnelle comme chirurgien, il y a quelques dizaines d'années, où il m'apparaissait parfaitement normal que mon activité chirurgicale soit organisée autour de moi, que ce soit moi qui décide de tout, que ce soit moi qui organise tout et que tout soit fait autour de moi.
ça ne me posait aucun problème. Et ceux à qui ça posait des problèmes, ils ne le disaient pas. On voit bien qu'aujourd'hui, ça s'est dépassé et que maintenant, quelles que soient les compétences et quelles que soient les étiquettes professionnelles de ceux qui travaillent à la santé, ils travaillent ensemble. Par contre, effectivement, il faut aller encore plus loin. Ça doit être un travail collectif au sein des institutions, mais également entre institutions dans une logique de parcours, et que ce soit avec ceux qui travaillent à l'acte de soins, ceux qui administrent, ceux qui dirigent. Mais c'est un travail qui est en cours, mais qui est bien avancé, mais pas suffisamment encore. Oui, je vais revenir sur les parcours. On a plusieurs questions à vous poser. Sur une question, c'est Frédéric Valtou qui en a parlé, sur le secteur des personnes âgées, le long séjour, etc. Ce que l'on dit en termes très technocratiques, la fongibilité des enveloppes, on n'y est pas vraiment. À votre avis? Alors, non, puisqu'on a quand même un secteur qui est très mixte. Une personne âgée, à partir du moment où elle a atteint un certain âge, elle a forcément plusieurs pathologies chroniques, par essence même. Donc, elle est en perte d'autonomie, mais elle est également malade, plutôt stabilisée, en tout cas c'est ce qu'on lui souhaite, mais en tout cas fragilisée. Donc potentiellement en basculement sur la santé. Et donc le financement tripartite, par exemple, des EHPAD est très compliqué puisque on cloisonne 3 types de financement alors que la personne est une unité et qu'elle-même, peu ou prou, elle aura besoin à des moments différents de sa vie, mais souvent et plutôt de façon coordonnée, des 3 financements. Vous avez compris que la PHP voulait faire évoluer ses services de prise en charge des personnes âgées, très âgées? Oui. Vous allez vous inscrire dans ce qu'ils vont laisser? Écoutez, alors, on est dans une logique de parcours autour du domicile. L'objectif, effectivement, si j'ai bien compris de la PHP, c'est de diminuer ses capacités très techniques sur les personnes âgées, en particulier les USLD, pour évoluer vers les EHPAD. Très clairement, le système va changer. La personne âgée a vocation, et c'est une demande de sa part, c'est une demande des familles, d'être accompagnée dans ses difficultés d'autonomie et dans ses besoins de soins au plus proche de son domicile. Ça nécessite qu'il y ait une articulation et donc pas un cloisonnement avec des établissements très techniques d'un côté, désarticulés de la vie en société et de la cité. Dites-moi, dernière question de notre entretien de ce matin, l'article 51, ça paraît être une bonne solution, il paraît qu'on travaille, mais il paraît qu'on ne voit pas et que c'est très compliqué, qu'on ne voit pas beaucoup de réalisations. Alors voilà, ça c'est un vrai sujet. L'article 51 a été très très bien perçu chez nos adhérents, justement parce que comme on couvre tout le champ de la santé, on s'aperçoit qu'il est très difficile de sortir du cloisonnement des autorisations qui sont très délimitées entre les différents secteurs et des modes de financement qui correspondent à ces autorisations. Et effectivement, dans une logique de parcours, c'est un obstacle. On a vu arriver cet article 51 avec beaucoup de bonheur. On a été un peu échaudé quand on a vu la circulaire d'application qui sortait dans sa suite, qui faisait plusieurs dizaines de pages. Et effectivement, et je l'ai dit à plusieurs reprises, on regrette un petit peu la lenteur et la lourdeur du processus. Alors ceux qui s'occupent de l'article 51, Natacha Lemaire en particulier, en est consciente. J'en ai pas parlé pas plus tard que tout à l'heure avec elle. Et elle a bien l'intention d'assouplir le dispositif, de le rendre plus léger. Mais évidemment, comme on rentre dans la dérogation, il faut qu'à la fois on soit sûr de ce qu'on engage, mais également qu'on ait des outils d'évaluation. Parce que si on veut pérenniser, il faut qu'on soit sûr de l'effectivité. Donc c'est très lourd. Moi je dis, c'est très bien, mais attention à ne pas décourager les acteurs en bridant l'innovation par un espèce de carcan administratif qui se reconstitue autour d'un domaine dont la vocation avait été d'être libéré. Merci Antoine Perrin, je crois que le message est passé. Merci beaucoup, merci d'être venu nous voir.